On va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire express de la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Mon nom est Simon Barnabé, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire en question. Je serai aujourd'hui votre animateur. Ma collègue Francine Lacaire du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR sera ma co-animatrice et mon aide technique. Bonjour Francine. Ce webinaire est co-organisé avec deux partenaires importants de ma chaire, soit la Corporation de développement durable à Victoriaville et sa région et Innofibre. Le webinaire est aussi organisé dans le cadre des activités d'animation du réseau Matériaux renouvelables Québec, soit un réseau d'innovation financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie et qui regroupe plusieurs chercheurs universitaires et collégiaux du Québec avec leurs étudiants pour le développement conjoint d'éco-matériaux. Voilà, donc avant de commencer, on a l'habitude d'avoir un mot d'ouverture. J'ai donc demandé aujourd'hui à Nicolas Fecteau de le prononcer. Nicolas est chargé de projet à la Corporation du développement économique de Victoriaville et sa région. C'est un géographe développeur, titulaire d'une maîtrise en biochimie de l'UQAR, où il a fait de la recherche et de l'enseignement. Nicolas a également fait ses bases en travaillant en recherche et développement dans les secteurs industriels comme designer industriel, ainsi qu'en agroécologie et en économie sociale. Il a même fondé une coopérative appelée la Coopérative Les Choux Gras, qui est un centre d'innovation et de régénération en permaculture dans Bellechasse. Puis il s'est développé toute une belle expertise aussi en aménagement du territoire lors de son passage dans la société géographe. Et depuis plus d'un an déjà, il met en place toutes les conditions nécessaires à la concrétisation du projet de zone d'innovation en agriculture durable et circulaire de Victoriaville, dans lequel ma chaire est fortement impliquée. Nicolas, la parole est à toi. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à toutes, tous. Merci de votre présence. En fait, je pense que je commencerai là, ce mot d'ouverture en vous partageant peut-être une petite anecdote. En fait, récemment, je lisais une revue jeunesse Mes jeunes enfants, un numéro spécial qui portait sur les pandas en Chine et leur sauvegarde. Puis bon, vous savez, dans ce genre de revue, il y a toujours des petits encadrés qui des vrais ou faux, des là, saviez-vous. Puis celui-là a quand même bien frappé l'imaginaire de mes enfants parce que ça disait, saviez-vous que les Chinois vont fabriquer des mouchoirs en recyclant les crottes du panda, donc les crottes du panda des centres de sauvegarde. Donc, les crottes sont riches en fibres, c'est l'idéal pour fabriquer du papier. Et bon, la fabrication du papier à partir de bambou, ça nécessite d'enlever des mille fructose pour extraire les fibres. Ça, c'est une étape qui intervient là, tout naturellement dans l'appareil digestif du panda. Et comme l'expliquaient les Chinois, les pandas ont ce qu'ils veulent et nous aussi, donc ce qui devient une opération lorsqu'on dit gagnant-gagnant. Et bon, ils ont tout simplement appelé leur produit le Panda Poo. Et bon, c'est là que la lecture avec mes enfants, ça a un peu dérapé. Mais bon, ils ont quand même bien compris ce que pouvait être un exemple d'économie circulaire, puis surtout dans des cas assez inusités, donc comment transformer les mal-aimés en des biens utiles, puis comment produire du propre avec du sale. Bon, il suffit de regarder autrement nos déchets, c'est cette lunette-là qu'on doit revoir et ce matin, on est aussi là pour ça. Et ici, on est ouvert en tant que société à consommer des insectes qu'on peut élever à partir de fumée puis des animaux, mais pourquoi pas se moucher avec de la crotte. Donc, je suis convaincu que l'avenir nous mènera vraiment de plus en plus sur des opportunités tout en une unicité. Et si je me permets un peu, Simon, peut-être brièvement d'expliquer le projet de zone d'innovation en agriculture durable et circulaire de Victoriaville. En fait, c'est un véhicule qui accélère, un véhicule accélérant pour mieux dire, pour mieux mettre en valeur le plein potentiel des sous-produits organiques au Québec pour à la fois enrayer des enjeux environnementaux puis accélérer la transition vers des pratiques durables, mais aussi à la fois pour créer des opportunités de développement et de diversification économique, entre autres pour le milieu agricole. Concrètement, en fait, on crée des passerelles entre les secteurs agricoles, municipal, industriel, institutionnel, de la recherche et les citoyens. Donc, on crée des liens. Donc, ça reste un véhicule tout à fait unique qui travaille sur l'ensemble de la chaîne d'innovation. Et comme l'exprimaient si bien les Chinois, tout est dans la création de partenariats gagnant-gagnant. Le projet de zone est porté par la Ville, donc, et en très étroite collaboration avec la chaire de recherche municipale pour les villes durables, mais ce qui vient l'inscrire la Ville dans l'écosystème de recherche et d'innovation et qui la positionne comme un acteur clé pour faciliter le déploiement des résultats de la recherche. La zone devient alors une oreille toute attentive des enjeux que vivent les entreprises. La zone contribue donc à créer des synergies entre l'ensemble des acteurs et utilement, ça aide à concrétiser des actions importantes qui vont soutenir l'économie circulaire, soutenir une approche d'écologie territoriale, mais aussi soutenir des actions qui vont nourrir une vision d'aménagement durable de nos territoires. Et là, c'est un axe tout à fait transversal de la zone. En somme, la zone va mettre à profit, on met la zone à profit pour traiter d'enjeux réels du monde agricole élargi et du monde municipal. Puis un de ces enjeux majeurs-là, puis c'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est qu'encore trop de matières résiduelles se retrouvent enfouies ou incinérées là, chaque année. On parle de 5,8 millions de tonnes enfouies ou brûlées chaque année au Québec, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle qu'on se parle,
on enfouit ou on brûle plus de 11 tonnes à la minute, donc l'équivalent d'un poids d'un autobus scolaire. Là. Oui, vous avez vraiment bien compris. Et là, on est au Québec en 2021. Et de cette quantité annuelle, on parle de 60 des matières organiques qui sont résidentielles, d'hiboux municipal, papetières, agricoles, agroalimentaires, industrie, commerce, institutions. On peut vraiment imaginer que sur ces 3,5 millions de tonnes, qu'il existe sûrement des biomasses inusitées qu'on pourrait sûrement tirer profit pour proposer des solutions aux emballages et contenants plastiques. Fait que ce matin, je suis avec plaisir là, prêt à me mettre à la pâte pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, mettre les mains à la pâte pour réfléchir avec vous et les conférenciers, les acteurs du milieu ici présents. Donc, Simon, merci. Je te laisse prendre la suite. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir, entre autres, souligné l'importance d'avoir les villes au centre de notre écosystème de recherche et d'innovation. Tu le sais que ça me fait plaisir quand quelqu'un parle comme ça. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, justement, merci pour cette entrée en matière, Nicolette. Vous savez, on va parler de pâtes thermoformées qui ont le potentiel de remplacer plusieurs plastiques, spécialement dans le secteur de l'emballage. Vous savez, un produit en pâte thermoformée, ça ressemble un peu aux barquettes de carton du Tim Hortons qu'on nous donne quand on surconsomme. Mais bon, c'est un peu plus que ça. Il y a encore peu de produits en pâte thermoformée en circulation. Il y aurait intérêt à en avoir davantage, surtout dans une perspective d'économie circulaire. Pour votre information, moi, je me suis retrouvé un peu là-dedans avec des activités de la Chaire de recherche municipale. Ça concerne un des projets forts, en fait, de la chaire, le projet qu'on appelle Vertec 2, que vous voyez à l'écran. C'est un projet qui consiste, entre autres, à produire des microalgues dans les eaux usées du parc industriel de Victoriaville. Puis l'idée, c'est de récolter la biomasse algale produite pour l'incorporer dans des pâtes thermoformées qui serviront à faire des contenants pour une entreprise du même parc. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est des perspectives et des opportunités vraiment intéressantes. Puis ça met beaucoup en valeur l'économie circulaire du coin. Puis, c'est aussi un projet phare du projet de zone d'innovation de Victoriaville. Cependant, en écrivant mes demandes de subvention, j'ai vu que ce n'était pas si simple que ça, les produits thermoformés, finalement. Puis, je me suis dit que ce serait bon d'en savoir davantage là-dessus. Et puis, surtout leurs enjeux puis leurs opportunités. Puis, j'ai fait appel à mon ami Tariq Jabran, expert en la matière, pour venir nous en parler aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous l'introduire. Tariq a fait ses études en papeterie, imprimerie et transformation à Pagora, Institut national polytechnique de Grenoble. Il a aussi fait son doctorat sur les papiers bioactifs à l'UQTR dans mon centre de recherche. Dans un souci de transférer ses connaissances au milieu, il a aussitôt rejoint à titre de chercheur les rangs d'Innofibre, un CCTT du Cégep de Trois-Rivières. Il a développé beaucoup de partenariats en seulement quelques années. Il a développé aussi une très forte expertise sur le développement des propriétés physiques et barrières des produits thermoformés à base de pâte cellulosique et de biomasse inusitée. Il travaille même sur le développement du procédé de moulage et celui du thermoformage. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est, depuis 2019, le titulaire de la chaire EcoPac, soit la chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en éco-conception pour une économie circulaire d'emballage en pâte cellulosique thermoformée. Et nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Tariq, je t'invite à partager ton écran et je te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais partager. Super, vous le voyez? Oui? Oui, c'est parfait. Good. Excellent. Donc, sans plus tarder, alors, regardez cette photo et essayez de compter le nombre de différents emballages qu'on a entre les mains tout le temps, du plastique, du PET, du polystyrène, du polypropylène, du HDPE, LDPE, PVC, papier, carton, métal, verre, etc. Et le recyclage de ces emballages, c'est vraiment important. Alors, pour justement, comme disait Nicolas, détourner certaines matières des sites d'enfouissement. Et en réalité, comme tu le disais, on génère 700 kilos de résidus municipaux par capita par année en Amérique du Nord. 500 kilos vont au site d'enfouissement et seulement 200 kilos sont recyclés ou compostés. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en ce moment pour développer des solutions plus écologiques, particulièrement au niveau des plastiques à usage unique. Donc, justement, le besoin de s'adapter à des nouvelles réglementations, c'est un des premiers enjeux du développement de ces solutions-là de remplacement. À l'été 2019, le Canada avait adopté des nouvelles mesures pour réduire les déchets plastiques, encourager l'innovation et promouvoir d'autres produits abordables. Et dès cette année, le gouvernement canadien il prévoit d'interdire les plastiques à usage unique.
qui nuisent à l'environnement. Bien sûr, en fait, les entreprises qui fabriquent ces produits doivent être responsables en fait, de la gestion de leurs déchets. Et donc, pour cela, il faut trouver des données, s'appuyer sur des données pour pouvoir, en fait, qui vont ressembler aux mesures adoptées par l'Union européenne et d'autres pays déjà dans le monde. Donc, est-ce que vous saviez que la moitié des Américains utilisent des emballages à usage unique au moins une fois par semaine et 15% en utilisent tous les jours? Donc, ma question, c'est est-ce que nous, on en utilise autant qu'eux ou moins qu'eux? Alors, la réponse, c'est que nous en utilisons aussi énormément d'emballages à usage unique. Au quotidien, 11% de nous autres, on utilise un item à usage unique tous les jours. Et sur une base hebdomadaire, on utilise même légèrement plus d'emballages à usage unique que nos voisins américains. Donc, et si on leur pose la question sur les attributs les plus importants à leurs yeux, la plus grande majorité des consommateurs veulent que leur aliment ne passe pas à travers l'emballage et disent que c'est important pour eux de stopper les taches d'huile et de gras. Et voir finalement l'aliment à l'intérieur a été l'attribut le moins important pour les Canadiens, aussi bien pour les Américains. Pour moi, c'était un choc parce que d'apprendre, je croyais que c'était pour ça que le plastique transparent était utilisé. C'est vraiment pas vrai. Donc, les attributs environnementaux que les gens veulent, c'est avoir d'abord un emballage recyclable, ensuite à partir de ressources renouvelables, ensuite qui soit compostable et fabriqué à partir de matières recyclées. Et donc, selon vous, c'est quel est le matériel qui répond à l'ensemble de ces attributs que veulent les consommateurs? C'est les papiers, cartons et fibres cellulosiques en général, qui sont quand même récupérés au-delà de 70%. Ils sont à la fois recyclables, comme je disais, ils peuvent être fabriqués à partir de fibres recyclées. Et les fibres, les chiffres, ils changent à travers les années, mais la tendance est la même. Et si on ajoute à ça un coût de l'enfouissement de 1 milliard de dollars par année en collecte et 1 milliard de dollars aussi en fabrication de ces matières-là, c'est vraiment beaucoup d'économies qu'on peut détourner de ces matières d'enfouissement. C'est même au niveau économique. Donc, le bannissement de certains emballages à usage unique cette année, il se fait déjà aussi en Europe. Et notre mode de consommation, vraiment, on est tout le temps sur le départ. On prévoit que ça continuera d'être le cas. Et donc, il y a besoin d'une nouvelle génération de cuillères, de couteaux, de produits à usage unique. Et je pense que l'une des plus importantes défis pour ce genre de produit, c'est la collaboration multidisciplinaire dans une équipe de développement. Parce que comme ce que vous voyez ici sur l'écran, en fait, ces couverts-là, ils ont nécessité quand même beaucoup de collaboration et de commercialisation pour ramener ensemble plusieurs expertises en barrières, en procédé de transformation des matériaux, en pressage à chaud. Et donc, pour pouvoir arriver à des applications nouvelles qui incluent des verres, etc., des trays, des contenants cellulosiques. Donc, c'est vraiment important comme premier défi au niveau du développement de ce genre de produit, c'est la collaboration. Puis, les cuillères que vous voyez ici, ça a été développé aussi en utilisant un procédé de thermoformage de fibres cellulosiques assez avancé, qui est vraiment le procédé le plus récent aujourd'hui disponible pour fabriquer des produits de précision qui ont une paroi assez mince et qui ressemblent vraiment au plastique. Et la photo à votre droite, c'est vraiment la nouvelle addition au niveau technologie de thermoformage développée par une compagnie en Suède pour être plus efficace en cycle de temps, en coût de fabrication pour ces emballages à usage unique. Et cette technologie-là est vraiment centrale pour les recherches de notre chaire de recherche en fait, et de nos projets. Et on est très activement en train de développer cette technologie-là parce que ça permet d'avoir plusieurs formes, d'avoir plusieurs options de barrières, plusieurs couleurs, des flexibilités d'impression. Et en réalité, on pense que cette technologie-là va vraiment contribuer grandement au développement de la transition écologique pour remplacer les produits à usage unique en plastique avec des alternatives en fibres cellulosiques. Et notre industrie de la vente du détail, en fait, c'est vraiment le plus gros
employeur au Canada. Donc, il va définitivement bénéficier de ces technologies et incluant les entreprises de vente de détail, d'alimentaire, d'aliments congelés, puis froids, etc. Ici, en fait, en avril 2019, c'est la même entreprise d'emballage en Suède a introduit en fait un carton pressé qui est étanche au gaz pour des aliments réfrigérés. Et c'est basé sur la technologie qui a été développée par en fait une autre compagnie qui est finlandaise et suédoise ensemble pour avoir un emballage à atmosphère modifiée qui est complètement nouveau pour presser les cartons. Et donc, l'un des défis, c'était de combiner une nouvelle technologie de pressage de plateau avec une nouvelle matière barrière qui a été développée en parallèle. Et donc, la demande, en fait, pour ce genre d'emballage a permis d'avoir une intensivité de la recherche pour avoir ces emballages-là qui conservent les aliments. Et donc, la forme a été optimisée pour pas qu'il y ait de perte de shelf life, du matériau, de durée de conservation, etc. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une technologie de fabrication de bouteilles en papier qui est aujourd'hui sur le marché. Donc, ça utilise aussi la technologie de thermoformage comme la technologie centrale et ça permet de design, la mise à l'échelle, l'impression à l'intérieur de certaines coquilles de bouteilles et assembler par la suite pour mettre dedans en fait un contenant qui va permettre de conserver l'aliment avec un contenu recyclé, c'est plus léger, ça résiste, en fait ça a une empreinte carbone qui est jusqu'à 6 fois plus faible que le verre, donc ça a un avantage environnemental, puis il y a un côté tactile unique, quand on touche, on peut vraiment personnaliser la marque du propriétaire de la marque, et donc ça a vraiment beaucoup de potentiel pour avoir des nouvelles applications pour des fibres recyclées, etc. Et donc on est intéressé pour l'éco-conception de ce genre d'emballage cellulosique émergent, parce que ça implique des multimatériaux qui ultimement vont finir dans le bac bleu de recyclage. Et donc la question, c'est est-ce que le consommateur va vraiment de façon appropriée séparer les deux matériaux? Qu'est-ce qui se passe si en fait il ne sépare pas les deux? Comment ça implique la recyclabilité et la récupération des fibres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment boucler la boucle et faire créer une économie circulaire pour faire de nouveaux produits? Parce que si on ne répond pas à ces questions, ben, ces fibres vont finir par être dans les sites d'enfouissement et générer des gaz à effet de serre quand même. Donc, il faut vraiment apporter des questions, des réponses techniques à ces défis d'éco-conception qui est notre contribution à cet effort global en fait, pour une économie plus circulaire. Donc, et en fait, certains produits émergents, ils se retrouvent déjà dans notre supermarché préféré. Et donc, le fait que cet emballage-là se démarque de la compétition au milieu d'un rayon qui est vraiment très rempli, ben, ça capte notre attention, puis ça correspond à nos attentes et à nos valeurs environnementales, qui est de réduire notre déchets de consommation. Donc, c'est vraiment gagnant, 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 aussi bien le producteur que le consommateur, que la planète aussi. Donc, pour avoir travaillé ici sur un développement d'une barquette de saucisses moi-même avec l'équipe pour remplacer des barquettes de styromousse, j'étais très content de voir ces barquettes en pâte thermomoulée ici au Québec. Et donc, un des défis de ce développement, de cette phase de développement, en fait, c'est d'avoir une application congelée, d'avoir une durée de conservation des aliments et de garder les propriétés organoleptiques des aliments, parce que c'est quand même important au niveau environnemental aussi à ne pas négliger dans une approche d'éco-conception la conservation des aliments. Et donc, je pense que beyond cette commercialisation, donc en fait, c'est vraiment le fait que ça promouvoit l'innovation, ça promeut l'innovation et le développement continu, et ça répond à nos attentes pour avoir des emballages entre les mains qui vont être
c'est ça qu'on va pouvoir agir sur notre empreinte. Et donc, je vais conclure avec cette petite sélection d'exemples de certains autres emballages qui sont émergents. Et donc, la collaboration, encore une fois, c'est un élément important. Ça accélère le développement, ça accélère la fabrication, ça accélère les efforts pour mettre en marché et travailler ensemble sur les défis. Donc, travailler avec les fournisseurs, travailler avec votre centre de recherche de transfert technologique comme Innofibre, ça va permettre d'avoir une expertise multidisciplinaire au niveau du développement. Et donc, ça encourage aussi un esprit de culture, d'innovation et un esprit d'équipe dans les entreprises. Donc, je dis ça aux gens qui sont dans le privé, c'est-à-dire d'avoir des bons liens avec vos fournisseurs et travailler sur des projets de collaboration qui impliquent vos fournisseurs et les manufacturiers pour avoir vraiment une clé de succès. Et donc, est-ce que vous saviez que la boîte d'œufs a été inventée il y a 110 ans par un journaliste canadien qui s'appelle Joseph Coyle de Colombie-Britannique. Donc, il a commencé à penser à cet emballage-là après avoir entendu une dispute avec un hôtelier, une personne qui livrait les œufs arrivaient toujours brisés en fait, et donc c'était vraiment pas une bonne chose. Donc, il s'est rendu compte que les cartons avec des fentes rembourrées pouvaient réduire le risque d'endommager les coquilles. Donc, il a commencé à expérimenter, fabriquer des prototypes à la main et rapidement trouver une solution. Et après, donc, il a inventé une machine qui pouvait produire des cartons plus efficacement. Et donc, aujourd'hui, on prend ça pour acquis d'arriver chez nous avec les œufs en protégé, mais c'est quand même quelque chose qui a fallu quand même passer à travers. Donc, nous, en fait, au Canada, depuis 2019, donc 110 ans après, on a la chance d'avoir une première chaire de recherche industrielle sur un sujet qui n'est pas récent, mais qui est quand même récent quand on l'aborde au niveau de l'éco-conception, qui est de se poser la question avant de fabriquer un emballage. Donc, selon un mode économique linéaire qui fait que on a une pile de déchets, on va mettre de l'intelligence, du savoir-faire pour que le rapport avec l'emballage soit le même qu'avec des ressources qui ont vraiment de la valeur. Donc, on se l'approprie, il a une valeur de le récupérer parce qu'il a été conçu selon un modèle de récupération, etc. Donc, et la différence avec le terme recyclage, c'est qu'on on ne renvoie pas la responsabilité de sa fin de vie à celui qui va recycler, donc, mais on va imaginer comment on peut le valoriser. Donc, c'est plutôt s'approprier sa matière. Et donc, c'est au moyen de la technologie de thermoformage de fibres cellulosiques qu'on veut faire ça. Et aujourd'hui, on a la chance de le faire dans le cadre d'un cégep qui compte une centaine de chercheurs en fait, de recherche appliquée en métallurgie, en télécommunication, en produits cellulosiques, et qui a été classé numéro 1 au niveau des revenus de recherche issus du secteur privé et du nombre de projets en fait, complétés. Et c'est vraiment l'environnement interne de cette chaire de recherche-là. Et la collaboration commence aussi à l'intérieur du cégep. Donc, le terme pâte moulée, c'est très vaste et c'est utilisé pour décrire des emballages tridimensionnels, des articles de services alimentaires qui sont fabriqués par transformation d'une suspension fibreuse en produits unitaires dans des moules à toile. Donc, ça existe depuis de nombreuses années, mais c'est vraiment en ce moment même qu'il y a vraiment beaucoup les projecteurs qui sont là-dessus. Et il y a deux procédés de moulage de pâte qu'on connaît, le simple moulage et le moulage de précision. Donc, le moulage simple, c'est les coins protecteurs de meubles, donc jusqu'au contenant d'emballage de douzaine d'œufs. Donc, après, les emballages de type 1 et 2, ils sont faits avec des machines plus productives, donc ils sont empilables, faible densité, et donc ça permet d'avoir un procédé qui est moins dispendieux. Le procédé de moulage de précision, il est différent par sa méthode de séchage. Donc, la formation du produit, le drainage d'eau par compactage assisté par vide, il se fait en fait de façon similaire, mais c'est le séchage final qui se fait par chaleur contrôlée entre des moules à surface concordante. Et donc, ça fait des produits plus denses qui incluent les plateaux, les assiettes jetables. Donc, c'est typiquement plus dense, plus lisse et plus précisément dimensionné, donc, parce que c'est justement séché sous contrainte. C'est vraiment les deux différences importantes. Puis après, on a les produits de type 4 qui font référence à des produits qui utilisent un traitement secondaire, donc comme les bouteilles de pâte cellulosique, donc c'est un assemblage de coquilles. Voilà. Au niveau de la demande mondiale pour ce genre de produits, ça connaît une croissance de 5,4% annuellement.
avec des marchés en fait qui sont ceux de l'emballage de protection, l'emballage alimentaire et le service alimentaire, il y a quand même une petite différenciation dans le monde de l'emballage. Et donc, Innofibre, il dispose de la seule machine de fabrication à l'échelle industrielle qui est vraiment disponible pour mener des travaux de recherche et de développement, de prototypage de produits allant du type 1 au type 3, de formes de plus en plus complexes, de manières de plus en plus productives, des performances supérieures. Donc, et c'est utilisé aussi pour former les étudiants collégiaux d'un programme en fait qui est unique au Québec, qui s'appelle Éco-développement et bioproduits, qui est axé sur le développement durable, l'innovation technologique dans un contexte d'apprentissage réel et moderne. Et donc, cet équipement, il permet de réaliser des projets de recherche appliqués qui couvrent toute la chaîne de valeur des produits d'emballage en pâte thermoformée. Et donc j'aurai l'occasion de vous présenter quelques exemples plus tard. Donc, l'un des enjeux de développement de ces emballages, c'était l'équipement. Donc, en 2013, quand on a obtenu notre financement pour acquérir cet équipement-là, on ne connaissait vraiment rien sur les emballages cellulosiques thermoformés, mais on a identifié le fort potentiel. Et aujourd'hui, on a développé une expertise qui commence à être reconnue à l'échelle internationale. Il y a encore tellement de choses à développer au niveau de l'équipement et des procédés de fabrication. J'attire votre attention aussi sur le petit espace que nous avions de disponible dans l'usine pilote. Les premières années, on a réalisé beaucoup de projets autonomes pour développer notre expertise, mais aujourd'hui, ce petit espace-là, il génère beaucoup de projets qui répondent beaucoup aux besoins de développement de l'industrie. Et donc, on peut voir ici l'équipement dont j'aurai l'occasion ici de vous présenter ici un petit peu le procédé général de fabrication. Donc, ça peut aller jusqu'à 45 kg par heure de produits thermoformés par heure, donc d'où son nom TF45. Et on utilise une multitude de recettes de pâtes dans les projets de développement. On travaille sur l'enjeu de réduction des besoins en énergie liés à l'utilisation de telle ou telle fibre du procédé, optimiser le bénéfice environnemental en bout de ligne. Donc, les résultats, en fait, l'avantage de ça, c'est que les résultats qu'on obtient à l'échelle pilote, ça donne vraiment une excellente idée sur le comportement d'une nouvelle pâte, ce qui est une matière efficace et intelligente pour boucler le développement du procédé avant d'investir dans des nouveaux équipements ou immobiliser des équipements de production qui sont existants. Donc, ça permet de fonctionner avec aussi peu que 4 kg de pâte. Et donc, on la dilue autant qu'on veut. Donc, on gère beaucoup les paramètres d'opération. Donc, vous voyez ici le procédé. En fait, donc c'est assez automatisé, c'est assez moderne. C'est du moulage de précision unitaire, mais qui est quand même fait pour des petites quantités et des petites quantités, mais une grande diversité. Donc, un changement rapide de moule, etc. Donc, ce n'est pas une machine à papier au niveau productivité. On voit ici quand même qu'on peut régler le niveau de vide selon nos essais pour avoir des conditions réelles de fabrication. On peut voir des adjuvants, des choses qu'on peut ajouter pour en fait créer des conditions d'opération qui soient les plus représentatives. Donc là, sur cette photo, on voit bien le procédé de thermoformage donc, qui consiste à sécher la pièce entre des moules chauffés jusqu'à 210 degrés. Donc, et ça, le produit cellulosique qui est d'abord formé avec un moule de formation puis qui est composé de 70% d'eau. Donc, ça vient en contact avec un moule chauffé à 180 degrés. Donc, on aspire la vapeur d'eau à travers des trous qu'on peut voir quand même à travers ici la photo. Donc, ça aspire la vapeur et donc la surface des moules, elle est polie. Ça permet d'avoir un bon lissé de surface. Et donc, l'efficacité du procédé de fabrication, c'est vraiment un enjeu environnemental, mais aussi économique. Et on mène des projets en ce moment pas mal là-dessus pour réduire l'impact du procédé. Et donc, sur cet équipement de pulvérisation qu'on a, en fait, on travaille en collaboration avec des fournisseurs de produits de traitement barrière pour développer des recettes de traitement de surface qui puissent être applicables à l'échelle industrielle pour développer des alternatives plus écologiques aux produits à base de fluorocarbone utilisés dans la masse. Et en ce moment, en fait, la chaire réalise des essais pilotes pour développer des produits viables et de nouvelles applications pour des matières fibreuses récupérées et exportées ou dans le marché n'est pas développé encore.
Et donc, parce que pour être éco-conçu, un matériel cellulosique, il faut intégrer ces critères environnementaux comme la réduction des matières vierges, l'introduction de matières recyclées, la recyclabilité dans nos projets de développement. Et donc, aussi, pour développer un matériel cellulosique thermoformé, il faut, comme disait Nicolas au début, il faut mettre la main à la pâte. Donc, c'est-à-dire, et on en a beaucoup de pâtes différentes. Et une des défis de la fabrication de ces emballages, c'est de réduire le coût d'approvisionnement en pâte. Donc, un autre défi, c'est de réduire le coût de transport, donc aussi pour des questions environnementales et pour aussi augmenter la profitabilité de l'entreprise. Donc, le choix du type de pâte, ça dépend de l'application finale. Donc, pour des emballages alimentaires, une pâte propre ne va pas migrer dans l'aliment. Donc, c'est vraiment un défi important dans le développement. La mise à l'échelle aussi, c'est aussi un effet important pour le développement. Donc ici, on voit notre triturateur à haute consistance ici qui permet de réaliser en fait une batch de pâtes entre 200 et 600 kilos, donc ce qui est vraiment assez pratique au niveau de la mise à l'échelle. Et donc ça nous permet aussi de tester la recyclabilité des matériaux cellulosiques, d'accord? Donc selon un standard volontaire du Corrugated Recycles, le label. Et donc, ça développe la recyclabilité de l'emballage. Et donc, ça permet de divertir des matières qui sont recyclables des sites d'enfouissement. Et ça permet d'avoir un bénéfice environnemental. Donc, aussi, en fait, le nettoyage des pâtes, on peut le faire aussi chez Innofibres à l'interne dans notre usine pilote en utilisant des épurateurs à haute densité que vous voyez à votre gauche et en enlevant en fait les contaminants légers à votre droite. Et donc, des tamis pressurisés aussi peuvent être utilisés. Donc, la préparation de la pâte avant l'introduction d'un haut taux de recyclé, c'est aussi un autre développement, donc, parce que des pâtes peuvent être néfastes sur la productivité du procédé. Donc, Puis, un autre enjeu, c'est celui de la compostabilité, selon la norme ASTM D6868, pour lesquelles on est équipé. Et la qualité du compost obtenu avec l'ajout des matériaux cellulosiques émergents, c'est aussi un enjeu qui nous intéresse particulièrement avec Simon, qui nécessite aussi des réponses techniques, parce qu'une étude chez nos voisins est rassurante parce que ça montre qu'il n'y a aucun effet négatif de l'ajout jusqu'à 30% d'emballage compostable, donc provenant de plusieurs fabricants différents sur la qualité du compost. Et on prévoit de répondre à cette question dans le contexte québécois pour détourner des emballages compostables dans des sites d'enfouissement et aussi améliorer la qualité du compost. Donc, c'est un mythe quand même, parce que en réalité, c'est compostable, ces emballages-là. Donc, mais ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'il n'y a que 2% des intrants qui sont des emballages compostables pour faire des composts dans les sites de compostage. Donc, ils sont encore peu utilisés. Et donc, c'est un défi qu'il faudrait vraiment trouver des réponses pour rassurer, parce que en fait, il faut quand même, il y a des avantages à substituer, par exemple, des sources de carbone qui proviennent du bois, qui est la principale aujourd'hui source de carbone, par des emballages qui sont compostables. Et donc, ça permet d'avoir une qualité du compost intéressante. Même les aliments qu'il y a les résidus d'aliments qu'il y a dans les emballages uniques alimentaires peuvent venir remplacer en fait des composantes intéressantes du compost. Toujours dans le développement des propriétés, quand il y a besoin d'augmenter les forces mécaniques du matériau cellulosique dans certains projets, le fait de raffiner la fibre cellulosique, c'est un des moyens qui permet de générer des fibrillations sur les fibres et d'augmenter les liens physiques entre les fibres. Et ça réduit la porosité du matériau, ça contribue à augmenter la durée de conservation des aliments et donc ça permet d'améliorer aussi les propriétés barrières. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le développement des moules.
c'est un autre enjeu. Et depuis un an, chez nous, notre équipe s'élargit avec 2 nouveaux enseignants du département de technique de génie mécanique pour faire de la R&D, de la conception jusqu'à la fabrication de formes complexes. Et donc, notre imprimante 3D, elle utilise vraiment des générations de résine qui peuvent résister même à des hautes températures. On peut faire du prototypage rapide. On peut vraiment optimiser la géométrie des produits en réduisant la quantité de fibres nécessaires. Et donc, ainsi, on génère des bénéfices environnementaux. Et on a aussi une nouvelle expertise aussi unique, c'est-à-dire de fabriquer les moules pour le thermoformage et donc à l'intérieur du cégep avec une machine 5 axes et pour développer notre expertise en fabrication des moules. Et on a même 2 étudiants en ce moment de génie mécanique en fait, qui se poursuivent avec un projet de fin d'études pour développer un procédé de bouteille en fibre cellulosique thermomoulée. Et donc, ils sont formés dans notre équipe, puis ils acquièrent des connaissances. Et aujourd'hui, ils peuvent même se faire offrir de l'emploi par nos clients. Donc, ça nous permet de nous concentrer sur le produit final, d'optimiser les conditions d'obtention des propriétés physiques, esthétiques, barrières spécifiques aux exigences du produit à emballer. Donc, toujours des équipements d'analyse de plus en plus avancés. Petite pause mythe sur les produits chimiques, s'ils peuvent se libérer vers l'aliment et le breuvage. Donc, la santé alimentaire, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, en réalité, oui, il faut faire attention, mais il y a des organismes comme le FDA et comme Santé Canada qui évoluent constamment les produits chimiques qui peuvent être en contact avec les aliments. Donc, il faut garder toujours en œil cet aspect-là et toujours en fait s'assurer qu'on est à jour sur le long terme parce que c'est des choses qui changent très très rapidement. Aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des composés fluorochimiques sont utilisés dans les papiers d'emballage pour alimentation rapide, etc. Puis la question, c'est est-ce que c'est dangereux pour notre santé? En fait, non, ce n'est pas dangereux parce que en fait, ils sont testés minutieusement, examinés par ces agences justement de régulation pour que les quantités qui sont mises ne soient pas en danger pour le consommateur. Donc, c'est vraiment un argument qui est pour pouvoir discarder en fait tout ce qui est produit cellulosique. Aujourd'hui, c'est la réalité de la majorité des cas, mais c'est un tout qu'il faut voir et il faut rester vraiment vigilant au niveau des mythes et de ce qu'on veut bien nous dire. Ailleurs aussi dans le monde, il y a d'autres enjeux qui sont les fibres émergentes. Parce que la disponibilité des fibres, ce n'est pas la même qu'ici. Il n'y a pas autant de forêts, autant de matières. Donc, des fois, c'est les plantes annuelles qui sont issues, avec lesquelles on fabrique. Donc, ici, il y a une série d'images en fait de ce qu'on a fait pour développer une pâte cellulosique à partir de chanvre, donc de résidus de tiges de chanvre, et donc dans lesquels on a regardé la réduction du coût de fabrication des emballages par l'introduction de recettes de fibres vierges issues de plantes annuelles qui sont résiduelles. Donc, les Néerlandais ont aussi intégré jusqu'à 50% de gazon dans leur contenu, leur contenant d'œufs aussi. Donc, vraiment se différencier de la concurrence, c'est toujours un enjeu de mise en marché qui est réussi. Donc, on a aussi en fait ajouté des résidus d'algues marines dans les emballages. Donc, on s'est dit que ce n'était pas possible de le faire parce que on a regardé l'affinité qu'il y a, puis on a développé une façon d'incorporer ces microalgues-là avec les fibres cellulosiques et on a incorporé en fait jusqu'à quand même des grosses quantités de ces résidus d'algues marines à travers un projet. Puis, donc, c'est possible d'avoir une incorporation d'autres types de biomasse forestière ou autres. Un autre mythe, c'est toutes les applications existent déjà, donc on attend que ça se passe ou bien non. Non, on peut toujours imaginer des nouvelles modèles d'économie circulaire. Donc ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé avec des étudiants de l'Université Laval pour concevoir une façon de consommer qui prend en compte toute la consommation de l'emballage intégrée vraiment dans la préparation en cuisine et puis la consommation, donc pour que ce soit innovant. Je termine ma présentation avec le nouvel enjeu environnemental qui est occasionné par la COVID-19, qui est, on produit dans le monde 130 milliards de masques par mois. Et donc, c'est ça. On pense que les fibres cellulosiques peuvent être une solution à ce fléau qui va durer vraiment des générations, ça c'est sûr.
Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est la structure en fait du matériau cellulosique 100% qu'on a développé à l'échelle du laboratoire. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre très rapidement sur le marché un masque à base de fibres cellulosiques qui permet d'avoir à la fois la respirabilité, à la fois la capture des particules et qui soit biodégradable à la fin de la vie. Donc, ça nous a permis d'impliquer des partenaires de la chaire de recherche, notamment pour la fabrication des moules. Donc, on a développé des nouvelles collaborations avec d'autres joueurs externes qui se sont intéressés. Et donc, la réalisation d'essais de fabrication à l'échelle pilote, ça nous a permis de développer des prototypes de masques sans cartouche et des masques avec cartouche. Donc, moi, ma préférée, c'est celle de gauche, là, qui est la version avec cartouche. Ça respire très bien. L'efficacité de capture est assurée par une composante filtrante à remplacer. C'est vraiment la deuxième version à droite qui est plus attrayante au niveau de la mise à l'échelle industrielle. Donc, ça nécessite des efforts qu'on est en train de mener présentement pour la recherche de partenaires pour mettre le plus rapidement possible cette innovation québécoise entre les mains du public. Donc, comme vous pouvez voir, au-delà des emballages, les emballages cellulosiques peuvent être aussi des super-héros pour apporter des solutions aux enjeux mondiaux des changements climatiques, de la pollution plastique et de l'économie circulaire. Donc, un autre mythe, c'est rêver en couleur. Moi, je pense que les vrais leaders du monde, ils ont toujours été des hommes qui ont utilisé, exploité et mis en pratique les forces intangibles, invisibles des opportunités pas encore nées et qui les ont converties en force. Donc, des gratte-ciel, des villes, des usines, des voitures, des emballages et toute autre forme de commodité. Et donc, c'est un rêve qui reste appliqué. Donc, par contre, c'est ça, les rêveurs appliqués n'abandonnent jamais, ça c'est connu. Donc, puis si vous êtes aussi vous rêvez aussi d'un monde comme ça, ben, venez nous aider à réaliser ce rêve ensemble. Et donc, je finirai par remercier tout particulièrement le CRSNG et les partenaires de ma chaire industrielle d'avoir appuyé les activités de la chaire de recherche, la Fondation canadienne pour l'innovation pour son appui à l'achat de notre équipement, le ministère de l'Éducation du Québec pour appuyer de nombreux projets qui nous ont permis de développer notre expertise et l'expertise de notre équipe, et à toutes mes autres partenaires industriels, associations, organisations professionnelles, donc qui travaillent avec nous, l'UQTR, Simon Barnabé, pour trouver des solutions de remplacement au plastique à usage unique. Donc, voilà. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup, Tariq, pour cette présentation passionnée. On pourrait tous applaudir, mais là, on est en virtuel, c'est un peu plus compliqué. J'espère que l'auditoire a réalisé tous les enjeux et les opportunités. Moi, je ne l'avais pas réalisé il y a 2 ans quand je me suis vraiment intéressé à ça. Puis maintenant, oui, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'opportunités, mais c'est rassurant. On voit qu'on a l'expertise avec Inofib et les équipements pour pouvoir avancer là-dedans. Puis on a aussi, n'oubliez pas, des étudiants pour faire avancer les connaissances fondamentales et appliquées reliées à tout ça. C'est très bien. Maintenant, je propose qu'on passe à la période de questions et d'échanges. J'ai l'habitude de faire appel à des acteurs du milieu en premier pour entamer les discussions. Puis, si le temps le permet, on prend quelques questions de l'auditoire. Mon message à l'auditoire, c'est pendant qu'on discute tous ensemble, s'il vous plaît, mettez vos questions sur le chat, écrivez-les sur le chat. Puis, ma co-animatrice, après, en pigera quelques-unes pour alimenter les discussions avec les acteurs du milieu et Tariq. Donc, je vais vous introduire les acteurs du milieu que j'ai invités aujourd'hui. En fait, je vais les nommer et je vais leur demander de se présenter. On va commencer avec Kathleen d'Itega. Kathleen, s'il vous plaît, si tu peux nous parler de toi et aussi d'Itega. Oui, moi, c'est ça, je travaille à l'Itega, qui est un autre CCTT. J'ai quelques collègues qui assistent également. Fait que nous, on a beaucoup de clients là, qui nous approchent par rapport à qui recherchent des emballages beaucoup plus éco-responsables. De ce temps-ci, c'est la grosse mode. Fait que nous, on se retrouve un peu plus dans la dynamique de conservation versus les impacts des emballages. Fait que c'est une dualité, il faut vraiment trouver les meilleurs compromis. Fait que c'est super intéressant, Tariq, ça montre vraiment une belle opportunité. Donc, voilà pour la petite présentation pour l'instant.
Parfait, merci beaucoup. Après ça, j'invite Marie-Chantal Vincent d'Écosystémie à se présenter. Ton micro, Marie. Yes. Oui, OK. Vous m'entendez? Oui. Je suis présidente d'Écosystémie, une entreprise en développement durable. C'est l'ingénierie du développement durable, finalement, et on travaille beaucoup actuellement sur un projet qu'on appelle Métabolisme manufacturier Montréal, qui est de travailler avec des entreprises pour amener l'éco-conception au cœur même du business model de l'entreprise. Et on a aussi beaucoup d'entreprises en plastique qui se posent des questions, qui voudraient évoluer vers des nouveaux marchés. Et ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de possibilités. OK, merci beaucoup, Marie-Chantal. Et bien entendu, Nicolas, notre responsable de la zone d'innovation de Victoriaville, qui pourra entamer la discussion avec Tariq. Donc, pour commencer, je vais prendre Kathleen. Kathleen, est-ce que ça te dit de commencer, d'entamer cette discussion? Je peux commencer dans les questions pour Tariq. C'est ça, comme je disais, nous, c'est vraiment un challenge de trouver des emballages qui vont être quand même barrières pour nos aliments. Puis là, moi, ce que j'avais comme vision, c'était un peu on n'était pas rendu là. Par contre, tu nous as montré quelques exemples où vous réussissez à avoir des trucs quand même barrières. Fait que ça, c'est un point, si tu peux nous en parler un peu plus. Puis l'autre côté, c'est comme la compostabilité qui est reliée à ces produits-là. Tu sais, souvent, j'imagine que c'est parce que vous ajoutez des produits. Est-ce que ça peut, selon toi, affecter leur compostabilité? Puis, c'est ça, si tu peux nous parler un petit peu de ça. Oui, ben, c'est ça. L'enjeu des barrières est un enjeu important qui nécessite de collaborer avec des propriétaires de technologies qui sont fiables, donc qui ont été testés, qui ont été prouvés, puis qui sont applicables à l'échelle industrielle. Donc, puis on parle de barrières, comme tu le sais, c'est des barrières physiques, mais aussi barrières au niveau des gaz, de l'oxygène, la vapeur, de la transmission de vapeur. Ce n'est pas juste au contact, la goutte d'huile ou la goutte d'eau, ça ne suffit pas, parce que le matériau peut rester très, très poreux, mais grâce au fait qu'il est hydrophobe ou oléophobe, la goutte d'eau ne va pas pénétrer, donc le liquide ne va pas pénétrer. Mais si on le ferme et on le met au réfrigérateur, il reste poreux. Donc, il faut appliquer un film qui vient fermer la structure. Un film, ça peut être un film en matière qui est d'origine cellulosique aussi, mais qui forme à un moment donné un film suffisamment filmogène pour que la barrière physique se fasse. Donc, les solutions existent. Il faut juste continuer de regarder, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de brevets, de recherches qui se font sur ces sujets-là pour toujours apporter des remplacements aux produits dans la masse qui aujourd'hui sont utilisés. Puis jusqu'à récemment, c'était quand même des produits qui pouvaient être compostables selon les normes de compostabilité de l'organisation BPI, par exemple, notamment. Mais cette organisation-là, elle change les règles en interdisant l'introduction de certaines matières pour des raisons pas nécessairement de compostabilité, mais des raisons nécessairement de juridiction, de réglementation politique qui interdisent. Puis ce qui arrive, c'est que le temps de développer des solutions de remplacement qui sont aussi efficaces pour venir tout de suite remplacer des interdictions, c'est ça qui est difficile. C'est que les entreprises doivent… Ce temps-là, il n'est pas compressible. Ça prend du temps à développer ces opportunités-là, mais c'est les plus avancés qui vont réussir à trouver des solutions. On les voit arriver. On a vu ça avec le projet de barquette thermoformée, en fait, à partir d'un traitement de surface avec un film déjà appliqué, qui par la suite, on met la forme. Ça existe, ça a été démontré. Et puis, c'est facile à faire avec le carton. C'est la forme tridimensionnelle qui complique un peu le traitement de surface de ces emballages-là. C'est pour ça que nous, on s'est équipé avec 2 traitements de surface en ligne sur la machine, un traitement de surface hors ligne, et puis aussi dans le futur proche avec un système plus innovant qui va venir en fait tester des applications en surface. Donc, c'est un sujet en pleine effervescence dans le monde. Et il existe des solutions, mais qui sont encore à l'échelle du laboratoire, qui ne sont pas mises à l'échelle encore.
beaucoup de travaux depuis longtemps sur ce sujet. C'est vraiment la mise à l'échelle, la transition aujourd'hui. Les fabricants, c'est pas encore applicable à l'échelle industrielle de remplacer nécessairement les traitements barrières qu'on met dans la masse par des solutions aussi alléchantes, mais ils commencent à voir le besoin puisque l'interdiction est là pour vraiment créer. Et donc, l'être humain, il fonctionne dans l'urgence. Donc là, il y a une urgence. Donc, les choses vraiment bougent énormément. Et donc, c'est fou comment on s'est rendu depuis les dernières années. Donc, c'est tant mieux. Non, c'est bon, ça, c'est super. On va donner la parole à Marie-Chantal. Marie-Chantal, as-tu une question à poser? Moi, ce n'est pas une question à poser autant comme une remarque, si c'est correct. Oh, oui, c'est correct. Tu peux faire des remarques. C'est que quand on applique la pensée cycle de vie à des projets comme ça, on remarque souvent une difficulté d'adoption aussi d'une technologie comme ça si on ne peut pas utiliser, si on cherche à utiliser, à remplacer le plastique, par exemple. Les entreprises qui fabriquent actuellement me demandent toujours, j'ai besoin d'une solution où je peux utiliser les machines que j'ai actuellement. Je ne veux pas changer mon plancher manufacturier. Alors, on se retrouve devant des difficultés comme ça. Puis on se retrouve aussi devant les difficultés au niveau du cycle de vie où, en fin de vie, on arrive à une mauvaise gestion de la matière résiduelle chez le citoyen. Et à ce moment-là, il y a peut-être à repenser aussi la façon dont on capture ce potentiel-là, plutôt que peut-être qu'on devrait avoir plus que juste 3 bacs. Peut-être que tout ce qui est cellulosique devrait aller directement dans son propre chemin et non pas le compostage, mais c'est à penser à toute cette infrastructure-là de mettre en place pour des produits comme ça. Si on s'en va, on parle des plastiques, juste des plastiques biosourcés, du PHA ou des choses comme ça, on a déjà là des difficultés quand on arrive dans les centres de tri, on a déjà là des difficultés auprès du citoyen. Alors, c'est tout ça que je pense qui est intéressant à avoir comme discussion aussi. Si c'est un produit qu'on veut mettre de l'avant au Québec, comment donc ça va s'intégrer dans l'écosystème municipal de tri qui est quand même assez déficient. Larry, peux-tu commenter le commentaire de Marie-Chantal? Je trouve que c'est des bons points qu'il ne faut pas oublier, c'est des enjeux. Puis effectivement, je partage l'avis de regarder là. Il y a une différence entre la récupération et puis le recyclage. On peut récupérer, mais en réalité, est-ce que c'est des matières qui ont une valeur? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qui on veut de ces matières? Est-ce que c'est facile à récupérer quand c'est des résidus domestiques versus des résidus industriels? On voit beaucoup plus de récupération, c'est plus facile dans les industries versus la récupération domiciliaire. Puis, les chiffres sont là pour nous rappeler qu'on n'est pas suffisamment avancé, qu'il faut continuer de faire le travail parce que il faut atteindre des résultats quand même beaucoup plus importants que ce qu'on est à faire aujourd'hui. Oui, moi, je pense qu'il faut avancer parce que quand on pense beaucoup à l'analyse de cycle de vie, des fois, ce n'est pas toujours favorable au développement de certains bioproduits. Fait que, mais plus on avance, plus ça devient favorable. Voyez-vous un peu? Fait que, il faut commencer à quelque part. Puis, moi, personnellement, je suis d'avis que je veux remplacer les plastiques dans ma vie. J'ai déjà travaillé là-dedans dans mon passé. J'ai fait mon post-doctorat là-dessus. Puis, les plastiques m'inquiètent beaucoup. Fait que, même si les pâtes thermoformées, par exemple, l'analyse de cycle de vie ne leur est pas favorable en ce moment, je pense que ça vaut la peine quand même d'avancer puis de pas Je se vais laisser. compléter la réponse de Simon parce que au niveau pour boucler la boucle d'une économie circulaire, on pensait faire un projet sur le campus de l'université, c'est-à-dire créer des objets promotionnels faits avec les papiers recyclés dans le campus, fabriqués à côté sur notre équipement et puis distribués pour que la personne touche le produit, qu'on l'implique à petite échelle, parce que ça devient de la petite échelle. Et donc, ce genre de petits projets d'économie circulaire, mais qui sont
vraiment sur le message et sur sur le concept. Ils sont éducatifs, ils ne sont pas nécessairement à un sens vraiment rationnel, mais il y a un effet de l'homme qui est de suivre la tendance, qui est beaucoup plus puissant que la rationalité. On les voit sur les marchés financiers à Wall Street, c'est pas du tout. C'est une bonne image, c'est que c'est un mouvement de masse, et donc ça peut être un mouvement de masse aussi au niveau de l'adoption de ce genre de produit, aussi bien que pour de la spéculation. Donc spéculant sur l'avenir et misant tous là-dessus, puis ça va quand même avoir une belle croissance. C'est bon. Nicolas, tu peux intervenir maintenant pour poser Oui, des oui, questions, oui. commenter. Vas-y. Oui, en fait, merci Tariq, merci Marie-Chantal pour ta dernière intervention. En fait, ça en amène un point super intéressant. Je me dis des fois, est-ce que on dirait qu'on l'utilisation finale de l'emballage qu'on en fait, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que si on aborde la situation comme l'emballage, non comme une utilisation finale, mais comme une transition vers ensuite une autre utilisation, est-ce que de court-circuiter, d'envoyer admettons, on parle des pâtes thermoformées, au lieu d'envoyer au compost, au recyclage, où finalement le citoyen ne sait pas trop quoi en faire avec. Est-ce que si on peut parler peut-être de projet pilote parce qu'on n'a pas encore une masse assez importante là, pour pouvoir penser à un autre système de tri. Puis je pense, Tariq, tu l'as amené avec un projet avec en milieu éducatif. Mais est-ce que, par exemple, on peut penser, c'est toujours dans le contexte là, de surcyclage, penser à prendre ces produits-là. D'après moi, composter une pâte thermoformée à base d'algues, ça peut être assez riche pour nourrir un sol dans un contexte mettons, agricole, dans un contexte horticole, au lieu de penser le mélanger à un compost. Donc, finalement, nourrir un compost donc, qui soit rendu encore plus hétérogène. Donc, je pense, c'est là que ça nous mène peut-être à une question, Tariq. Mettons, si on veut partir là, c'est sûr qu'on n'a pas de panda ici au Québec, là, mais si on veut partir à la chasse au gisement pour voir quel est le meilleur gisement pour produire une pâte thermoformée, est-ce qu'on peut, au lieu de penser à l'emballage, penser à qu'est-ce qu'on peut valoriser pour qu'une utilisation finale, on puisse, au-delà de l'emballage, on puisse le valoriser. Je ne sais pas si tu me suis dans mes Oui, réflexions. oui. Là. C'est commencer par la fin. Ben, c'est comme ça qu'il faut raisonner dans le monde des affaires aussi. C'est on commence par la fin et puis au lieu que ce soit un déchet, ben, ça devient l'objectif principal qui est de la fin de vie. Alors, ça devient, mais même le mot fin de vie, il faudrait l'éviter parce que c'est le début de la vie, de l'utilisation, la valeur de ce que ça donne. Donc, puis par des modèles comme ça innovants à échelle humaine, régionaux. C'est comme ça que ça va avancer. Il ne faut pas essayer de changer le système, mais plutôt se faire un système qui est adapté parce que malheureusement, avec les fibres cellulosiques, puis c'est un avantage, c'est un inconvénient de leur avantage, c'est que leur durée de vie, elle n'est pas éternelle. Donc, on ne peut pas les réutiliser longtemps. Ce ne serait pas viable comme impact sur l'économie circulaire de réutiliser. Mais d'avoir du contenu recyclé, donc, ça, c'est une façon importante d'avoir du contenu recyclé. Puis là, on marque des points au niveau des stratégies d'économie circulaire, d'avoir un contenu recyclé. Et je pense que l'ajout de contenu recyclé dans la fabrication de ces emballages devrait être vraiment au top des priorités parce que puis, la fin de vie, effectivement, au niveau de l'empreinte, énergétique, il faut, s'il y a un marché, encore une fois, à la fin de vie, c'est une question de marché, il faut qu'il y ait, et puis le compost, les qualités nutritives des aliments qui sont à la fin, puis les algues, puis donne un produit qui est encore plus riche, donc là, ça devient différent. Puis le compost ne devient pas assez fancy pour ces produits-là. Donc, oui. C'est bon, ça. Good. Kathleen, peux-tu enchaîner? Oui, eh bien, moi, j'avais une petite question personnelle parce que là, à notre laboratoire, on fait venir différents, par exemple, là, c'est des bouteilles faites en différents matériaux. Et là, on a reçu une bouteille qui est en pâte thermoformée à l'extérieur, mais là, on l'ouvre, puis à l'intérieur, c'est vraiment une bouteille en PET qui est censée désintégrer dans le landfill, le dépotoir. Est-ce que ça c'est une fausse bonne idée ou est-ce qu'on ne vient pas rajouter des constituants d'un emballage qui n'aurait pas lieu? Parce que là, c'est brun, c'est plus vert ou? Alors, oui, en fait, là, on parle du problème de multimatériaux.
qui existe depuis très longtemps dans les emballages multimatériaux. Ça a toujours été un problème de séparation pour aller extraire la fibre cellulosique. Mais en même temps, l'enjeu de ça a toujours été la conservation de l'aliment. C'est mieux de conserver un aliment comme ça, emballé comme ça, avec un poids très, très mince. Donc, tout est relatif. Il faut se poser la question, il faut faire des tests pour voir comment est-ce que les gens vont se séparer, impliquer le genre de consommateur. Je ne pense pas que le consommateur serait surpris de voir en fait ce genre de choses, mais il existe des façons innovantes de l'inciter à le faire. Si on lui met à l'intérieur un petit ticket de réduction, si vraiment il fait le travail de vraiment dissocier les deux coquilles, qui peut avoir un bon d'achat pour le prochain achat ou un incitatif ou une histoire à raconter, quelque chose à semer ou un jeu. Donc, cette forme 3D type Lego de l'emballage, en tant que réutilisation, l'aspect ludique ou l'aspect contact avec le consommateur, je pense qu'aujourd'hui, ça arrive chez vous. C'est déjà trop tard. En fait, tous les avantages, ils ont été recueillis de cet emballage-là au niveau de l'exposition du produit dans les rayons. Maintenant, il faut voir son impact à la fin de la vie. Il faut être critique. L'éco-conception, c'est aussi de s'assurer que ça soit réellement séparé et que ça ne soit pas un impact environnemental qui nuit. Les centres de tri sont différents au niveau du tri. Mais les chiffres, en fait, sont clairs. Il y a quand même un avantage environnemental supérieur au niveau de la réduction d'un paquet de choses. J'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a cette question de multimatériaux. Est-ce que c'est mieux d'avoir des matières qui sont facilement séparables que des matières collées qu'on ne peut plus séparer? Moi, à mon avis, c'est moins pire d'avoir quand même quelque chose qui est facilement séparable d'emblée, puis ça donne la fonction d'un point de vue design. Fonctionnellement, c'est comme ça. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début qui va faire que les efforts de R&D vont être investis parce que tout le monde va vouloir aller là. Puis ensemble, on va trouver. Puis les idées sont là, il ne faut pas avoir peur de les avoir parce que on a déjà réussi des choses beaucoup plus compliquées. Puis on va y arriver à faire une bouteille qui soit encore plus éco-conçue. Pas nécessairement pour remplacer le verre, mais comme un produit supplémentaire qui répond à certains besoins, en fait, quand la durée de conservation n'a pas besoin d'être si longue que ça et que la fin de vie peut être gérée facilement. Le consommateur, il est vraiment partie prenante, sinon il ne l'achète pas. Puis si on voit qu'il l'achète, c'est-à-dire qu'il en demande. Donc c'est vraiment un lien comme ça avec le consommateur que le producteur, il doit avoir. Et puis Nescafé ou Nespresso le fait aussi avec ses clients. Il y a quand même un effet de génération d'emballage en fin de vie. Mais si on les implique, on leur donne le moyen de s'impliquer, de séparer, de recycler et tout, ben, ils peuvent avoir les deux côtés, puis se sentir comme des consommateurs respectés, puis éduqués. Puis, on veut avoir du choix, en fait. Donc, c'est bien d'avoir du choix, de la diversité, puis pas toujours proposer la même chose. C'est quand même intéressant. Ça encourage à aller de l'avant. Et puis, je pense que c'est un effort continu. Non, ben, c'est bien, votre échange met vraiment en lumière l'importance de la séparation puis le tri, il faut faciliter ça le plus possible. Puis, il faut commencer à quelque part, comme je dis souvent. C'est intéressant. Oui, il y a Marie-Chantal qui va intervenir. Vas-y, Marie-Chantal. Je voulais juste dire, c'est vrai que ça serait intéressant de faire un projet pilote à quelque part sur une filière juste pour ramasser ce type de matériaux-là, puis pouvoir voir comment on peut remplacer le styromousse et des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut reprendre certains déchets agricoles et de biomasse, puis faire un beau projet pilote au Québec. Moi, je le souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez besoin d'aide, vous me le dites. C'est bon. Nicolette, es-tu d'accord avec ça? C'est enregistré, puis je suis totalement d'accord. Puis j'étais justement à me poser la question, parce que je ne veux pas dériver des emballages plastiques. Je pense qu'on peut juste garder le mot plastique, puis nos discussions sont tout autant pertinentes. Je me demande, Tariq, est-ce que, on a vu un exemple en dehors de l'emballage, un masque produit par le principe de thermoformé. Puis bon, je reviens là au secteur agricole qui utilise un paquet de plastique. On parle de couverture flottante, on parle d'utilisations qui sont souvent là,
ponctuelle. Est-ce que c'est même, par exemple, les disques utilisés autour le MTQ, même les organismes de conservation, lorsqu'ils plantent des arbres, utilisent des disques de fibres de coco. Donc, c'est sûr que le coco ne pousse pas, ça ne pousse pas ici, là. Est-ce que des avenues de ce type-là est aussi envisagé, réfléchi dans le thermoformé? Parce que selon moi, le produit est autant compatible avec le besoin. Est-ce que c'est une avenue qui est vraiment envisagée ou on essaye davantage au niveau d'Innofibre de focusser sur les emballages plastiques? Je dirais que les expertises et les apprentissages qu'on fait à travers les projets sont de nature transposable à plusieurs projets et donc ça peut bénéficier à des projets comme ça collaboratifs pour ce genre d'idées le procédé est là pour s'adapter à ce genre de choses. Donc, s'il y a un besoin, aujourd'hui, c'est le marché de l'emballage qui vraiment alimente un petit peu tout ça. On essaie de s'accrocher, mais ça peut être d'autres produits donc, sur lesquels on travaille aussi. Ça nécessite des équipements qui peuvent être partagés d'un point de vue coopératif pour mettre en forme des produits 3D. On a aussi des savoir-faire au niveau de la modification de certains équipements qu'on peut adapter pour régler certains défis. Donc, la technologie est aussi en plein développement. Aujourd'hui, on prend pour acquis qu'on fait le papier, par exemple, on prend pour acquis que c'est facile à produire, mais ça a nécessité quand même plusieurs centaines d'années pour arriver à le fabriquer tel qu'on sait le faire aujourd'hui. Donc, c'est la même chose et c'est pas évident de faire ce genre de produit à partir d'une ressource qui est plus complexe que celle d'extraire des ressources en fait plastiques qui sont très simples, faciles à travailler, mais on peut pas, c'est limité en fait. C'est bon. C'est bien, c'est bien. Je pense que ce qu'on va faire, on va prendre quelques questions du public. Francine, es-tu capable de m'en trouver quelques-unes? Oui, ben on peut peut-être aller dans la même veine, là. On avait Even Lemieux qui se demandait si les pâtes thermoformées peuvent être une alternative au polystyrène expansé, le styromousse, dans le transport d'appareils électroniques, de meubles, d'objets fragiles. Donc, il y avait une question sur la potentialité, là. Tariq, Oui, oui. Les produits de type 1 avec une paroi plus épaisse, fabriqués avec donc un procédé très économique au niveau énergétique, seraient parfaitement adaptés à emballer des produits comme ça pour le transport. Puis quand on reçoit l'emballage, à chaque fois on est surpris et puis de voir encore du polystyrène dans nos emballages, alors qu'on en reçoit aussi déjà dans nos boîtes aux lettres des produits emballés par des coins en pâte thermomoulée. Puis je vous laisse tout de suite imaginer l'opinion qu'on peut avoir de l'entreprise qui choisit d'aller telle ou telle voie. Donc on transmet aussi un message sur notre engagement aussi d'aller vers des solutions qui sont peut-être un peu plus coûteuses ou identiquement coûteuses au niveau de l'image de l'entreprise et de son engagement dans l'avenir. Ah, c'est bon ça. C'est intéressant. Francine, peux-tu... Oui, donc Sébastien avait lancé une discussion, donc aimerait intervenir, était aussi ouvert là, à ouvrir son micro. Donc, Sébastien Roy, je vous inviterai là, à ouvrir votre micro et à donner votre opinion. Oui, bien bonjour. Puis un petit clin d'œil à Nicolas, David Verville ainsi qu'à Marc-André sur qui je travaille sur un petit projet personnel. Bonjour. Puis c'est intéressant de vous entendre. Et, je voulais juste apporter le fait que je travaille depuis une quinzaine d'années avec les centres de tri au Québec pour un équipementier québécois relativement connu que, en tout cas, je ne pense pas nécessaire de nommer. Et puis, bref, je fais la conception de l'ingénierie des procédés de tri dans les centres de tri. Et puis, je me rends compte avec les années que la quantité de nouveaux contenants qui ont été inventés sans souci pour la capacité des centres de tri à bien faire ce tri-là est exponentielle. Je vais vous donner l'exemple, les petites pochettes d'espèces de compotes de pommes ou de fruits ou de légumes qu'on donne aux enfants. Ça en est une super belle fausse bonne idée, là, parce que nous, quand on fabrique l'équipement pour les centres de tri, on sépare ces matières-là avec la séparation mécanique, mais aussi par du tri optique et du tri robotique tout récemment.
Et puis, quand on crée un contenant qui est d'une dynamique, comme la petite pochette que je parlais tantôt, est plate comme un papier, bien, elle va être séparée mécaniquement avec le papier. Donc, elle devient un contaminant pour le papier. Donc, les pâtes thermoformées, si on remplace les contenants plastiques aujourd'hui par des pâtes thermoformées, elles vont se comporter, ces pâtes-là, comme des contenants. Ils vont s'en aller comme contaminants avec les contenants de plastique. Et puis, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne idée. Au contraire, je pense qu'il faut s'en aller par là. C'est une super bonne idée dans la mesure où économiquement, ça fait du sens au niveau fabrication. Mais par contre, si demain matin, tout changeait pour ça, étant donné qu'il n'y a pas de compost pour tous les résidences, les résidents québécois présentement au Québec, là, le PGMR n'est pas encore implanté partout, les gens, ils se déculpabilisent beaucoup en prenant leurs contenants et en les mettant directement au recyclage. Je pourrais vous faire une belle liste d'aberrations que j'ai vues dans les centres de tri parce que souvent, je change les freins sur mon auto, j'ai 2 beaux disques d'acier, c'est super, c'est du beau métal, je mets ça là-dedans. Malheureusement, ce n'est pas là que ça allait, puis ça brise l'équipement, ça rend compliqué le tri. Donc, les gens, s'ils ont des pâtes thermoformées, ils vont faire « Ouais, c'est où que je mets ça? J'ai pas de bac de compost. Je vais l'envoyer au recyclage, pas de problème. » Par contre, ben, c'est assurément un contaminant envers les contenants de plastique. Et puis, malheureusement, ça va finir à l'enfouissement. La bonne chose, par contre, c'est que si ça s'en va à l'enfouissement, au moins c'est compostable, ce qui n'est pas le cas d'un plastique. Puis des plastiques manqués, il y en a aussi là, dans les centres de tri. La perfection n'est pas là. Donc, ce que je vois, malheureusement, c'est que les producteurs de contenants, ils s'arrêtent à se dire, est-ce que je l'ai fait dans une matière qui est recyclable? Oui, c'est un numéro 5, mais il est plat, il se comporte comme un papier, il ne sera pas triable au centre de tri. Donc, malheureusement, la chaîne, elle s'est brisée au bac de recyclage. La personne, elle ne peut pas être elle ne se sentira pas coupable, elle va l'avoir mis au bac bleu. Malheureusement, au centre de tri, elle ne sera pas valorisée au bon endroit. Donc, moi, je vois beaucoup de ces aberrations-là. Écoutez, je pourrais en parler longuement. Je ne veux pas tout vous voler votre temps, mais malheureusement, dans la chaîne de développement de nouveaux contenants, le bout du tri est oublié. Ça arrête au bac bleu. Et puis, dans le centre de tri, nous, en tant que manufacturier, on peut faire des miracles. Malheureusement, il n'y a pas de municipalité qui veut en payer la facture qui vient avec parce que plus on multiplie le type de contenant, plus on complexifie le tri, plus on a des investissements à mettre. Et puis ces investissements-là sont faits par les municipalités. Les centres de tri sont payés par les municipalités et donc vos taxes. Et donc, vous savez qu'on ne veut pas nécessairement les piger encore plus dans vos poches là, pour faire un tri. Donc, il y a beaucoup de questions, mais c'est une super avenue. Mais il faut que ça aille au compost, selon moi, parce que présentement, il n'existe pas de marché pour les centres de tri. J'ai regardé là, le catalogue Liserie, là, qui est l'espèce de bible là, que les centres de tri suivent pour savoir les grades de matériaux à produire pour aller chercher des marchés et des revenus. Et puis malheureusement, là, la pâte thermoformée, c'est un grade qui s'appelle TMP, qui est un specialty grade, donc c'est un grade spécialisé, donc ce n'est pas un grade grand marché pour lequel il y a une grosse demande présentement. Donc je pense que le compost, ça serait l'avenue principale parce que le centre de tri présentement n'est pas équipé pour isoler cette matière-là séparément. Bon, ben c'est bon, Sébastien, ton intervention est assez complète, c'est difficile d'en rajouter. Oui, je voudrais juste peut-être... Vas-y, Kathleen. Par contre, là, pour le compostage, on a un projet présentement là-dessus, puis on n'est pas prêt à envoyer nos emballages dans le compostable. On n'est pas prêt pour ça, c'est vraiment alimentaire présentement. Fait que, oui, peut-être dans l'avenir, mais on a aussi beaucoup d'argent à investir là-dedans, puis c'est une bonne voie, mais on n'est pas prêt. Bon. Nicolas, vas-y. Super bon point, Sébastien, merci. Puis ça m'amène une question, Tariq. Est-ce que le thermoformé, admettons, jusqu'à combien de contamination possible dans le recyclage papier-carton du thermoformé pourrait être valorisé? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 5 %? On parle de le plus gros enjeu en ce moment, c'est la transition vers le thermoformé. Mais est-ce que l'industrie du recyclage du papier et du carton pourrait absorber ce contaminant-là? Puis si oui, à quel pourcentage, si tu as de l'info au niveau technologique? Là? La demande pour certaines fibres dépend du produit qu'on fabrique. Notre but, c'est de rendre plus intéressante d'utiliser des matières recyclées versus des matières fibres vierges pour fabriquer des produits moulés. Après, ceux qui fabriquent du carton, du papier,
ils ont des spécifications, des exigences à utiliser par rapport à leur matière. Les produits moulés ressemblent à du carton en tant que tel au niveau des types de fibres à utiliser lorsqu'ils sont conçus de façon à être facilement triturables sans trop de complications. Donc, on garde ça en tête il faut séparer la matière première et le produit et puis intégrer du contenu recyclé autant que possible, tout en respectant les spécifications du produit. Le procédé de moulage, il est quand même, il y a un potentiel intéressant parce que c'est un peu plus épais que du papier, c'est un peu moins exigeant, on va dire, mais on ne peut pas en prendre des hypothèses comme ça reste quand même d'autres équipements. Puis je vais juste tout à l'heure, en fait, un petit commentaire sur tout à l'heure, le point qui a été amené, c'est que malheureusement, les analyses de cycle de vie ne prennent pas en compte les frustrations qu'on peut ressentir et le temps et donc à la fin de la vie des emballages dans les centres de tri. Donc, si déjà ça, on pouvait reconnaître que ça a un coût à la fin de la vie d'avoir un cycle de vie plus intelligent parce que on a des pushs qui sont plus légers, moins de plastique, mais au final, si c'est pas… Donc, il y a quelque part, l'analyse de cycle de vie a des limites. Malheureusement, ça reste encore la façon de justifier, de mettre sur le marché des emballages qui finissent par créer des problèmes dans les centres de récupération ou de recyclage, de tri. Et donc, il faut se parler, en fait, un peu plus. Marie-Chantal, une toute petite, vas-y, Oui, petite intervention. tu as tout à fait raison, Tariq, pour ce qui est de l'analyse de cycle de vie. Dans le logiciel, nous, on a fait créer un logiciel d'analyse de cycle de vie qui est différent, là, parce qu'on essaye d'inclure justement toute cette potentialité-là de fin de vie, différents scénarios et de prendre en considération ça. Mais ce que je voulais dire, c'est du côté industriel, à part le papier et le carton, quel genre de matériaux, par exemple, qu'on pourrait mettre en symbiose pour garantir un genre d'apport assez constant de fibres pour pouvoir faire, par exemple, au Québec, un styromousse vert, par exemple. Qu'est-ce qu'on utiliserait comme matériau, par exemple, en entreprise? Est-ce que des guenilles qu'on retrouve qui sont jetées à la poubelle, par exemple, qui sont de coton ou des choses comme ça, est-ce que ce sont des fibres qui peuvent être prises? À part, OK, on va prendre l'industrie de l'agroalimentaire, de l'agriculture et tout ça, c'est correct. Mais mettons un plancher manufacturier, là. Qu'est-ce qu'il y aurait, lui, comme déchet manufacturier qui pourrait s'en aller dans votre voie et comment on pourrait s'assurer de faire un projet pilote pour que justement on crée une voie pour ce type de fibre-là, qu'elle s'en aille automatiquement dans une solution comme celle que tu apportes. Je pense que l'idée de faire des projets concrets, travailler avec le gouvernement pour obliger qu'on arrête d'utiliser du styromousse, que le styromousse soit issu de ressources québécoises, je pense que ça pourrait être intéressant. Et qu'est-ce qui arriverait si on retrouve sur chaque grand territoire du Québec justement une usine de terraformage comme ça où tous nos déchets de ce type-là pourraient, tous nos résidus de ce type-là pourraient s'en aller dans une filière comme ça. Donc, on ne passe pas par le centre de tri du tout. Elle a sa propre filière. C'est la question que je me pose. Oui, dans un projet comme ça qu'il faut poursuivre de longue haleine, ce serait bien d'avoir quelques réponses techniques en annexe. Donc, qu'on peut facilement faire avec des équipements à l'échelle pilote pour faire des traitements avec des procédés existants, sortir les fibres et puis regarder leur comportement et puis avoir la réponse oui ou non qui peut justifier d'aller dans telle ou telle matière si la quantité de matière première est suffisante et que le marché peut le supporter. Le procédé, en fait, il est assez petit d'échelle. Ce n'est pas une industrie lourde comme celle de construire une machine à papier. Donc, elle peut s'adapter à pouvoir accueillir des intrants et sortir des produits. Faire à partir de fibres de coton, ce genre de choses. C'est des choses qui existent des procédés pour. Et donc, dans une perspective d'économie circulaire, au lieu d'aller emmener ces fibres-là, donc du moment que c'est de la fibre qui peut être fibrilée, qui peut créer des liens entre eux, sans trop nécessiter d'ajouter des adjuvants qui vont renforcer un peu ces liens-là, ça devient intéressant de former un produit en 3D. Peut-être pas les produits les plus résistants, mais donc il y a un paquet de marchés potentiels pour valoriser des matières
fibreuse quand même, de qualité, physique, qui peut supporter les contraintes d'utilisation. Faut pas créer. Alors aussi, il ne faut pas oublier l'innovation. En fait, il faut accepter que on crée toujours des nouveaux problèmes supplémentaires et on essaie de les résoudre. C'est comme ça que ça marche. C'est que l'homme, pour avancer, il génère des nouveaux problèmes qui n'existaient pas avant. Mais l'essentiel, c'est d'aller dans une direction qui fait que ça vaut la peine d'enlever ces problèmes qu'on a créés. Pas nécessairement les voir comme des nouveaux problèmes. Ça marche toujours comme ça. On en crée, mais il faut avancer à les enlever pour que ça devienne d'un coup, la balance, elle penche d'un côté. C'est bon, ben vous voyez pourquoi j'aime ça parler souvent avec Tariq. Ça finit tout le temps par être très philosophique. C'est bien. Merci, Tariq. Francine, toute dernière question. On va y aller avec une question. Pourrait-on utiliser l'emballage thermoformé comme une matière première potentielle dans la production de biosolvants ou biocarburants? Si on savait le faire avec des fibres cellulosiques vierges, ça marcherait parfaitement avec des fibres cellulosiques thermoformées. Ça reste de la fibre cellulosique qui peut redevenir les composants du bois, lignine, cellulose, hémicellulose, extractivée, etc. C'est bon, ça, super. Intéressant. Oui, oui. Bon, moi, ce que je propose, là, on va mettre fin à la période de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question à mes acteurs du milieu puis à Tariq, là. La question est la suivante, c'est quoi le suite? What's next? On va commencer avec toi, Kathleen. Kathleen, c'est quoi qu'il faut faire, là? Moi, je prêchais pour mon milieu. Là. Moi, dans le domaine alimentaire encore, c'est travailler beaucoup sur le côté barrière, peut-être mixer des technologies pour améliorer les durées de vie, des choses comme ça. Fait que, moi, c'est sûr que je suis un peu focus là-dessus. Là. Puis, en même temps, travailler la fin de la vie, là, où est-ce qu'on s'enligne et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail là-dessus aussi. C'est bon. Marie-Chantal, rapidement. Oui, oups, je viens de débarquer. Selon moi, excusez-moi, oui, selon moi, c'est toute la sensibilité de ce matériau-là qui est à prouver, qui est à discuter, quand on en parle, nous, à nos entreprises, on en parle à des citoyens, quand on en parle à des groupes environnementaux, des choses comme ça, ils ont de la misère à fitter ce type de produit thermoformé cellulosique-là par rapport au plastique, au PLA, par exemple, aux nouveaux PHA qui sont aussi issus des rejets, par exemple, des papetières ou des rejets des boues d'épuration des villes. Alors, c'est comment trouver la niche pour chacun de ceux-là et comment arriver à expliquer pourquoi le thermoformé cellulosique a un avantage par rapport à l'autre. Je pense qu'il va falloir faire une opération charme. Je pense que le thermoformé cellulosique, déjà en partant, on a une petite problématique d'acceptabilité sociale dès qu'on parle du cellulosique. La prochaine grosse crise qui arrive au Québec cet été, on en a deux. On a le REM à Montréal et on a la gestion forestière au Québec. Et dans les deux films qui s'en viennent, là, qui sont la suite, si vous voulez, de l'erreur boréale, on parle justement du déchet cellulosique, à savoir est-ce que c'est une bonne idée de prendre des déchets des forêts puis d'en faire des plastiques ou d'en faire d'autres matières plutôt que de les laisser là pour faire de la biomasse. Alors, tout ça, c'est les prochaines grosses, tout le monde en parle, qu'on va entendre parler bientôt, certainement pour les trois prochaines années. Alors, tout de suite de placer la discussion qu'on a aujourd'hui avec Tariq, de dire voici à quoi ça sert cette affaire-là, voici ce qu'on peut faire avec, voici les avantages que ça apportera. Je pense que c'est la prochaine grande étape. J'appelle l'opération charme moi-même. Voilà. Super. Merci Marie-Chantal. Nicolas? Bon, je suis charmé, Marie-Chantal, dans ton opération déjà. Là. Je pense que la prochaine étape du côté de la zone d'innovation, je pense que c'est de focusser, bon, tu l'as nommé tantôt, Marie-Chantal, un projet pilote. Je pense que ça parle et ça résonne, puis de travailler justement sur une circularité et de trouver un gisement, puis comment, via ce projet pilote-là, mettre en valeur nos fibres en dehors
du bois, là, du papier, là, mettre en valeur les gisements de fibres post-consommation. Donc, trouver un filon puis l'exploiter dans un projet pilote, puis démontrer que oui, ça fonctionne. Puis bon, j'aimerais miser sur l'éco-emballage, mais selon moi, on peut explorer beaucoup plus large pour si on veut là, une victoire rapide. Là. Fait que, selon C'est moi, bon. c'est une prochaine Merci. étape. Il Merci. suffira de calculer les externalités correctement, puis tu vas voir que le thermoformage va gagner, là. Mais il faut calculer Ouais. les externalités. Yeah, c'est bon. C'est bon. Ben, moi, je vais me permettre quand même une opinion, plutôt quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, puis ça a été abordé sur le chat, là, l'éducation. C'est sûr qu'on pourrait faire un webinaire complet là-dessus. Peut-être si on fait un webinaire sur l'éducation, on ne parlera pas aux bonnes gens. Peut-être que si on n'inclut pas le volet éducation dans nos autres webinaires, on ne parlera pas aux bonnes gens non plus. C'est pas si simple que ça, mais peut-être faire un forum citoyen, éventuellement, Nicolas. Habituellement, on réunit une bonne diversité de personnes, puis ça pourrait être intéressant. Tariq, mot de la fin, Tariq. Ben, ton opinion est le mot de la fin là, sur What's Next. Écoutez, je pense que c'est vraiment un sujet pluridisciplinaire qui regroupe vraiment beaucoup de points de vue qui sont tous corrects et tous importants à prendre en compte. Donc, pour une société qui utilise de façon judicieuse les ressources naturelles qu'on produit et qu'on consomme, je pense faut pas surconsommer. Je pense que ça reste quelque chose qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais j'aimerais conclure avec, parce que j'ai commencé avec la surconsommation que notre train de vie nous amène à faire. Et je pense qu'en tant que société, ça reste quand même quelque chose d'important à ne pas oublier. Et donc, à partir de ça, le reste, c'est prendre soin de nos ressources qui nous nourrissent, en fait. Et puis être plus responsable et reconnaissant en fait, on a toujours utilisé des matières naturelles pour emballer nos produits. C'est avant que le plastique y soit là aussi, on en a parlé, c'était le bois. Après, on a dit, on arrête de couper la forêt. On va commencer à produire du plastique. Puis depuis, il y a eu une explosion d'utilisation du plastique parce que justement, c'était ce qu'il y avait de plus cool à l'époque. On arrête de couper la forêt. Donc là, on revient quand même à une autre réalité qui est que on a créé un autre problème avec ce plastique. Donc là, maintenant, il ne faut peut-être pas refaire la même erreur et pas nécessairement avoir peur qu'on coupe la forêt parce que en réalité, les forêts sont en croissance au Québec et au Canada. C'est la sylviculture qui permet de le faire et donc c'est une ressource renouvelable. Donc, ce n'est pas une guerre aussi entre les emballages, le styromousse contre le plastique. Il ne faut pas vraiment tomber dans ce piège-là. Ça, c'est plus écologique, ça, c'est moins écologique. Je pense qu'il faut juste se dire, est-ce que j'ai besoin de cet emballage-là pour la faible utilisation que je fais de l'aliment? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, prendre un matériau qui va vivre aussi longtemps que la nourriture qu'on a consommée, en fait, et juste comme ça à l'échelle de la personne. Et donc, ça, c'est notre mode de consommation, mais il faut faire des efforts, en fait. Et puis, je pense dans les grandes villes, c'est plus facile pour Kathleen parce qu'elle habite à Montréal, mais je pense que à Trois-Rivières, il y a quand même une belle différence quand même entre les grandes villes et puis les petites villes qu'il faut aussi prendre en compte et ne pas oublier. Mais ça, je compte sur Simon pour Ouais. vraiment nous trouver une façon plus locale d'adresser ça. Je te remercie, Tariq, de ramener ça, justement, l'importance des villes de taille intermédiaire et des petites villes. C'est très bien, merci beaucoup. C'est aussi l'objectif de la chaire de recherche municipale, donner beaucoup d'importance aux villes de taille intermédiaire et petites villes. C'est bon, on va terminer là-dessus. Fait que je remercie notre conférencier Tariq, notre co-animatrice Francine, nos acteurs du milieu, Kathleen, Marie-Chantal, Nicolas, merci beaucoup. Les partenaires de l'événement, la Corporation de développement durable, Innofib, le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation du QTR, puis le Réseau Matériaux Renouvelables Québec. Et bien entendu, merci à vous tous, les participants. Et on se voit la prochaine fois. Surveillez-nous. Merci beaucoup.